Une carte militaire russe a fuité. Pour la première fois, nous voyons quelles informations le ministère de la Défense russe possède sur le front. C'est incroyable à quel point il se trompe. Plus d'informations dans le reportage. Le 28 mai 2026, nous sommes dans la 5e année et c'est le 95e jour depuis le début de l'invasion à grande échelle. Bienvenue pour ce point de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous allons examiner une carte de situation très intéressante. Nous allons voir comment ça se passe le long de la route de la vie, ou comme je l'appelle désormais, la route de la mort. Et ce que nous allons également examiner, ce sont bien sûr quelques visions d'avenir. En effet, Zelensky a annoncé quelque chose de très intéressant. La route de la vie, ici dans le sud de l'Ukraine, passe en effet entre le territoire continental russe, en passant par Mariupol, Berdiansk et Melitopol qui sont indiqués ici en rouge. Ce sont les routes actuellement fortement attaquées. En orange, ce sont les routes attaquées de manière modérée qui sont indiquées. Et que se passe-t-il ici ? Elle devient de plus en plus fatale pour les Russes, car un vrai cauchemar logistique se déroule ici. Il ne serait pas juste d'expliquer tout en détail aux nouveaux, car les habitués connaissent déjà la situation grâce aux derniers rapports. Regardez simplement les 4 ou 5 derniers rapports de situation, comme ça vous serez à jour, et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun des rapports quotidiens. Mais pour résumer brièvement, la Russie dépend d'une route d'approvisionnement terrestre dans le sud de l'Ukraine que les Ukrainiens dominent actuellement avec des drones. De plus, ils ont annoncé qu'ils allaient bien briser l'épine dorsale logistique des Russes. Nous avons vu cette information hier. Ici, nous en voyons les débuts. Ces derniers jours, nous n'avons pu voir que des véhicules en feu au bord de la route, et aujourd'hui, cela continue évidemment de la même manière. La route est bloquée par un incendie. La circulation est désormais partiellement à l'arrêt. Cela profite beaucoup aux Ukrainiens à cette distance, car premièrement, la logistique est également à l'arrêt, et deuxièmement, les véhicules deviennent des cibles encore plus faciles et s'exposent ici à découvert en raison du danger des drones. Que fait-on donc si malgré tout le supérieur, qu'il soit militaire ou simplement le chef de la société de transport s'il est civil, oblige les employés ou les soldats à emprunter une route aussi exposée vers la mort ? Eh bien, le ministère de la Défense ne donne évidemment aucune recommandation. Sinon, ils admettraient publiquement, d'une part, qu'ils ne parviennent pas à protéger suffisamment la route située à plus de 100 km du front, et ce qu'ils admettraient aussi, c'est que les Ukrainiens deviennent ici une menace sérieuse pour les véhicules russes. Nous pouvons donc nous passer de la réponse du ministère de la Défense, car il n'y en aura pas. Mais une solution vient du côté des influenceurs. C'est en fait déjà un moment assez remarquable. Des blogueurs militaires russes publient désormais sérieusement des guides sur la façon de survivre au trajet de Mariupol vers la Crimée. On y trouve soudainement des conseils comme rouler de jour, éviter de conduire la nuit, ne pas mettre de musique forte dans la voiture pour pouvoir entendre le bourdonnement des drones. En général, on entend ce bourdonnement bien trop tard, juste avant l'impact. En cas de poursuite par un drone, il faut accélérer. Si cela ne suffit pas, quittez le véhicule et réfugiez-vous dans les fossés. Si vous êtes plusieurs, dispersez-vous pour que le drone ne puisse atteindre qu'une seule personne et courez en zigzag. Oh, la bonne vieille course en zigzag. Les gens ont de la chance. La vraie cible, ce sont surtout les véhicules transportant munitions et ravitaillement vers le front, pas eux-mêmes. Tout cela ne ressemble donc plus à un processus de sécurité, mais plutôt à l'arrière, tel qu'on l'imaginait à l'origine. Cela ressemble plutôt à une zone de danger active, et c'est bien le cas. C'est justement là que l'évolution a eu lieu ces dernières semaines. L'Ukraine ne coupe pas complètement la liaison terrestre avec la Crimée ici, mais elle la perturbe fortement, en tout cas. Elle rend donc l'utilisation de ces routes de plus en plus dangereuses, coûteuses et psychologiquement très éprouvantes. Surtout, l'ambiance semble ici changer beaucoup, petit à petit. Il n'y a pas si longtemps, les informations sur les attaques ukrainiennes là-bas étaient minimisées. Désormais, même les sources russes discutent ouvertement de la manière dont on peut encore traverser la région à peu près en sécurité. Que les conducteurs reçoivent maintenant des consignes contre les drones ukrainiens sur les autoroutes montre clairement à quel point la guerre s'est déjà infiltrée à l'arrière du territoire russe. D'un autre côté, on peut aussi laisser parler les images et vidéos qui apparaissent chaque jour. Et que font maintenant les véhicules en fait ? Eh bien, il semble qu'ils essaient de plus en plus d'éviter les drones ukrainiens en empruntant des détours et des routes secondaires. Mais tout cela ne semble pas vraiment sûr.
car c'est justement là qu'un problème se pose aussi pour les Russes dans le sud de l'Ukraine. L'Ukraine n'attaque plus seulement des colonnes isolées sur des routes principales, mais cible désormais tout le réseau de circulation. Lorsque les véhicules quittent les routes d'approvisionnement connues, ils empruntent souvent des routes de moindre qualité, perdent du temps ou restent sous la surveillance des drones. La dimension psychologique est ici particulièrement intéressante. Les unités ukrainiennes écrivent désormais ouvertement aux conducteurs russes que l'opération à grande échelle visant à détruire les véhicules sur le territoire ukrainien occupé se poursuit. Y compris la remarque que de nombreux Russes lisent simplement ce message. Cela ressemble presque à un mélange de guerre par drone et de guerre psychologique. Le message est assez clair, peu importe l'itinéraire choisi, plus personne ne s'y sent en sécurité. La route reste donc de moins en moins protégée, tandis que Moscou est de plus en plus barricadé. N'ayant pu empêcher les drones ukrainiens de causer d'importants dégâts dans la capitale ces dernières semaines, malgré la défense anti-aérienne, les mesures sont renforcées et de nouveaux systèmes Pantsir 1 sont installés sur les toits. C'est tellement incroyablement stupide que j'ai pensé faire une vidéo à part entière sur ce problème. Nous savons tous qu'il redevient très dangereux pour les civils lorsque les Russes TBS tirent au canon sur des moineaux au-dessus des toits de leur ville. Normalement, on construit ce genre de choses devant une ville ou en amont de la ville pour qu'elle puisse agir plus tôt et non pas en plein milieu de la ville, surtout pas avec des missiles. Vous devez imaginer la chose ainsi. Ils ne tirent pas seulement sur des cibles qui se trouvent au-dessus d'eux, mais aussi sur celles qui sont à peu près à leur hauteur. Ici, on voit un immeuble, mais comme déjà constaté, de tels systèmes de défense existent aussi en centre-ville. Le missile passe à quelques mètres au-dessus d'une maison, parfois même en la percutant, ce que nous avons souvent constaté. Et si elle devait toucher le drone, elle explose quand même au-dessus des civils qui se trouvent en dessous, et si elle ne le touche pas, elle atteint simplement une autre cible. Ce n'est pas si difficile de toucher une autre cible en ville. Je me demande si une nouvelle indignation éclatera si ce bâtiment est attaqué, les Ukrainiens pouvant désormais le voir comme une cible militaire puisqu'ils y placent un système de défense aérienne. Lorsque des systèmes de défense aérienne sont installés près d'infrastructures civiles, la distinction devient très floue. Il est probable qu'à la prochaine attaque de drone, un système de défense aérienne tire encore sur ses citoyens, suscitant l'indignation de la Russie. Volodymyr Zelensky a déclaré que les premiers Gripen suédois pour l'Ukraine seraient déjà équipés de missiles Météor à longue portée. La Météor est aujourd'hui l'un des missiles air-air les plus redoutables d'Europe, capable de frapper des cibles à des distances allant jusqu'à 200 km. À titre de comparaison, si un Gripen décollait de la région de Dnipro, le missile pourrait théoriquement atteindre des cibles bien au-delà des territoires occupés. C'est précisément de là que vient une combinaison intéressante pour l'Ukraine. Le Gripen servirait ici principalement à tenir l'armée de l'air russe beaucoup plus éloignée du front. En particulier, les Su-34 et d'autres chasseurs russes ne pourraient ni plus utiliser leurs bombes planantes aussi librement et à distance sûre qu'auparavant. Cela crée à son tour des possibilités pour d'autres systèmes ukrainiens. Des drones, des MiG-29 équipés de bombes françaises Hammer ou des bombes planantes ukrainiennes récemment développées pourraient agir bien plus agressivement contre les positions russes, centres logistiques et cibles de grande valeur. La véritable force réside probablement moins dans chaque système d'armes pris individuellement que dans la manière dont ces capacités peuvent se compléter mutuellement. Jusqu'ici, l'armée de l'air ukrainienne ne pouvait mener que très peu d'opérations offensives. Le risque d'interception par les chasseurs russes était trop élevé et les capacités d'offensive air-sol restaient limitées. Grâce aux nouvelles bombes planantes et aux météores, on pourrait donc développer et combiner les deux domaines. Mais je pense qu'il faudra encore quelques mois, voire des années, avant que nous voyions de telles attaques. Ce n'est pas parce que la technologie des armes ne serait pas assez développée ou que le concept serait mauvais, mais plutôt parce que le Gripen ne sera livré qu'en 2027. Regardez cette image ici. Des soldats russes sur un char tiré par un taureau. Que puis-je dire à cela ? Je suis vraiment sans voix. Mais pour cela, j'ai une super communauté de spectateurs ici, et même la meilleure du monde. Je pense que vous trouverez tous de jolis mots à dire dans les commentaires. Laissez libre cours à vos sentiments et à votre créativité, car, comme toujours, la section des commentaires vous appartient. Maintenant, cela devient très intéressant. Voici une carte de situation qui serait issue du ministère russe de la Défense. Toutes les informations et détails proviennent, comme d'habitude, des sources mentionnées ici. La carte montre la situation au 9 avril 2026. Deux éléments sont particulièrement intéressants.
D'une part, elle montre toutes les grandes fortifications de campagne russes pertinentes dans la zone occupée. Elle nous indique aussi où se trouve approximativement la ligne ukrainienne. C'est sûrement une supposition ou un renseignement russe. Le deuxième point intéressant, c'est sans aucun doute la ligne de front, parce qu'elle se trouve bien plus au nord que dans la réalité. Regardons cela sur ma carte. Un peu plus au nord, c'est précisément ce secteur que nous avons vu ici sur la carte. On voit ici la division de la ligne de front. Ici en bas, il y a énormément de fortifications russes qu'ils ont construites au cours ou en prévision de l'offensive d'été ukrainienne de 2023. On voit ici des fortifications, des tranchées, des obstacles et bien d'autres choses. Ainsi que, oui, simplement des zones importantes qui ont été aménagées ici pour protéger toute cette région. Là-haut, il y a une représentation stylisée. Si quelque chose est en pointillé ici, cela signifie qu'on suppose qu'il y a quelque chose ou que c'est en construction. Ceci, c'est ce que les Ukrainiens ont construit. Il s'agit de la défense autour de la région de Zaporijia. Et pour empêcher les Russes d'avancer plus au nord, cela est construit ici depuis environ 1 an et demi à 2 ans. Et c'est précisément de cette zone qu'il s'agit. Ce que nous avons ici. C'est aussi un point très intéressant, car nous allons le voir tout de suite sur la carte. Ce village ici a pu être conquis par les Ukrainiens il y a environ 2 semaines, ou plutôt dans ce cas libéré. Et ici, il met dans les Russes Poupedin sous une pression extrême. Gardez cela en tête pour plus tard. Beaucoup de soldats russes se sont plaints très souvent ces derniers temps qu'une unité donne de fausses informations, notamment sur les gains de terrain. Ils croient dès qu'un lieu a été conquis par leurs forces, passent sans couverture et soudain, les Ukrainiens leur tirent dessus. Parce que quelqu'un a encore signalé des avancées qui n'existent pas. Il y aura des cartes comme celle-ci pour tout le front. Réfléchissez à la façon dont un tel écart peut se produire. Comme à l'époque de Kopjans, les Russes pensaient avoir conquis entièrement toute la localité, et même le territoire au-delà. En réalité, ils étaient à peine en périphérie de la ville et, par endroits, au centre-ville, avant que les Ukrainiens ne puissent les repousser. Ici, c'est le même scénario. Nous voyons ici Malator-Machka, ici en bas. C'est à l'emplacement de l'épingle bleue. Les Russes ont soit déjà conquis cet endroit depuis des mois, soit pas du tout, ou il est disputé. J'ai d'ailleurs montré une vidéo très intéressante à ce sujet au camp. D'une émission sur Borussia, ils y ont énuméré combien de fois les Russes ont déjà prétendu y gagner beaucoup de terrain. Et ils l'ont aussi conquis à plusieurs reprises. Peu après, ils ont dit qu'ils combattaient encore là-bas, je crois entre 20 et 40 fois, mais je ne me souviens plus du nombre exact. Mais au final, on ne voit toujours aucun gain de terrain, et il faut alors redevenir créatif. Parce que s'il n'y a pas de gain de terrain, mais qu'on subit la pression d'en haut, il faut bien rapporter quelque chose. Alors on fait preuve de créativité, et on invente simplement un gain de terrain quelconque. On a vu la même chose à l'époque sur le front de l'Est, où les Russes se prenaient en photo avec leur drapeau dans un village complètement différent. Ils affirmaient simplement être 30 km plus à l'ouest. Voilà encore la différence entre la carte et la ligne de front approximative. Vous voyez donc, il y a un écart incroyable qu'on constate ici, qu'on nous présente, et sur ce je remercie tous les abonnés, les membres de la chaîne et l'ALGL Crew. Merci au lieutenant-colonel Rennecke, Silla, Dietrich, Freddy et Mayrufer. Abonnez-vous, likez, commentez. Au prochain point de situation.